Bonjour à toutes et à tous et merci à toutes et à tous d'être présents aujourd'hui à cette conférence de presse consacrée à la 55e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. À quelques jours de l'ouverture de cette session, nous avons le plaisir d'avoir aujourd'hui parmi nous l'ambassadeur Omar Sniber, qui est le représentant permanent du Maroc auprès des Nations Unies à Genève. Et l'ambassadeur Sniber s'exprime devant vous aujourd'hui en sa capacité de président du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, une fonction qu'il occupe depuis son élection le 10 janvier dernier par les États membres du Conseil. Donc M. Sniber va vous présenter ses priorités, sa vision pour cette présidence du Conseil cette année et vous donner un bref aperçu de la 55e session, une 55e session qui promet d'être très chargée tant en volume horaire qu'en termes de thématiques abordées. Ambassador Sniber will deliver his opening remarks in English. Ambassador Sniber will deliver his opening remark in French. He will then take your questions in English or in French, the two working languages of the UN Press Corps here in Geneva. Monsieur le Président, vous avez la parole. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord remercier l'équipe des médias et communication de l'Office des Nations Unies ici à Genève pour m'inviter à cet échange que j'espère fructueux et positif avec les distingués représentants de la presse accrédités auprès des Nations Unies ici à Genève. C'est pour moi une occasion importante parce qu'il va de soi que dans le cadre de mes responsabilités, je puisse de temps à autre interagir avec les médias pour d'abord, bien sûr, et surtout répondre à leurs questions, mais aussi donner de la visibilité à notre travail et partager les éléments qui concernent la conduite des travaux du Conseil, ses préoccupations aussi, ses résultats, et bien sûr aussi nous focaliser sur les points les plus importants qui seront traités en particulier lors de la prochaine session. Comme cela a été dit, je voudrais en introduction, partager avec vous ce que sont mes priorités pour le mandat que j'exercerai durant cette année. Je pense qu'il y a une nécessité, d'abord et avant tout, d'essayer de réduire les tensions qui impactent les travaux du Conseil. Comme nous le savons tous, les troubles, les confrontations qui se sont déclenchées ces dernières années de par le monde ont impacté le Conseil de façon à ce qu'il y ait des tensions perceptibles, soit dans les débats, soit à travers les décisions qui sont prises par le Conseil. Et je pense qu'il relève de la responsabilité du président, par une action diplomatique préventive, au moyen de favoriser le dialogue anticipatif, le dialogue profond, et bien sûr dans un cadre de respect mutuel, de respect des uns des autres et dans le respect fondamental des principes des Nations Unies qui nous guident. C'est une préoccupation essentielle, c'est ma première priorité. J'ai déjà entamé à cet égard un certain nombre de démarches que je pourrais détailler avec vous si vous le souhaitez. La deuxième priorité concerne l'évolution du Conseil lui-même dans son cadre global, disons dans son écosystème, et en particulier la nécessité d'évaluer, le temps est arrivé d'évaluer ce que le Conseil a obtenu depuis qu'il existe, c'est-à-dire depuis bientôt 18 ans. Dans la perspective de répondre aussi à ce qui nous a été demandé formellement par l'Assemblée générale, de faire cet exercice avant la fin de 2026. Bon, certains considèrent que le Conseil n'a pas de mandat direct, précis, évident en la matière, mais en toute responsabilité que j'exerce actuellement, je considère que nous pourrions, à tout le moins, lancer un débat ici à Genève pour chercher à contribuer à ce processus. Là aussi, nous reviendrons sur ces aspects si vous le souhaitez. La troisième priorité qui me semble être aussi fondamentale, c'est dans le cadre d'une approche thématique, de favoriser des thématiques qui sont urgentes, qui sont liées aux réalités que nous vivons dans notre monde d'aujourd'hui, mais qui en même temps pourraient favoriser un climat plus serein, une atmosphère plus détendue pour travailler au sein du Conseil, parce que ces thématiques ont été choisies selon les critères que je viens d'avancer, d'expliquer, mais aussi du fait
qu'elles peuvent assurer la cohésion du Conseil, pour ne pas dire son unité. Et là, je voudrais peut-être dire quelques mots rapidement sur ce que sont ces thématiques. D'abord, elles ont une dimension, si vous voulez, socio-économique, culturelle, mais aussi humanitaire, dans le sens de la dimension humanitaire des droits de l'homme. Il s'agit de la sécurité alimentaire, de la sécurité sanitaire, de la sécurité climatique, toutes imbriquées les unes dans les autres, parce que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, il émane du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui des préoccupations à cet égard. Je ne rentrerai pas dans le détail aussi, nous pourrions en revenir plus tard, mais 1 milliard de personnes dans la malnutrition, des milliards de personnes ne bénéficient pas de soins les mieux adaptés, en particulier à travers les nouvelles technologies dont bénéficie la médecine moderne d'aujourd'hui. L'impact dévastateur évident des changements climatiques et la destruction de notre biodiversité, tout cela constitue des préoccupations fondamentales du point de vue des droits humains, du point de vue, encore une fois, de la jouissance des droits de l'homme de par le monde. J'ajouterai une autre thématique qui me semble être importante, c'est celle des nouvelles technologies, du fossé digital et de l'intelligence artificielle. Et vous n'êtes pas sans savoir naturellement que ces sujets, tous, sont déjà, si vous voulez, dans le menu, si je m'exprime ainsi, du Conseil des droits de l'homme, mais de mon point de vue, elles doivent être avancées. Elles doivent faire l'objet, si vous voulez, d'un travail encore plus prononcé, encore plus substantiel, encore plus fondamental, pour que le Conseil, à tout le moins, définisse des principes directeurs sur ces sujets-là, pour qu'ils se les approprient de façon à aider les efforts qui sont faits sur ces thématiques dans d'autres forums internationaux, comme nous le savons tous, à ce que la dimension humaine soit toujours gardée à l'esprit dans le traitement de ces sujets. Voilà donc rapidement pour ce qui concerne mes priorités. Je ne m'attarderai pas beaucoup sur l'agenda de la 55e session. Je suis persuadé que vous avez tous les éléments concernant l'évolution de cet agenda. Je voudrais juste souligner que nous accueillons avec bienvenue le segment de haut niveau qui se tiendra avec une participation très prononcée au niveau ministériel en particulier, mais aussi des dignitaires de rang encore plus avancé. L'agenda, il y aura la présentation d'un certain nombre de rapports, de mécanismes d'investigation. Naturellement, le rapport général, la mise à jour générale du haut-commissaire, mais aussi, bien sûr, ces rapports concernant un certain nombre d'autres sujets et thématiques. Et bien sûr, les dialogues interactifs, les panels de haut niveau, très importants, qui vont aborder aussi des sujets qui me semblent être essentiels. La question du racisme, la question de la sécurité sociale, la question de l'handicap. Je pense que cela, naturellement, va nourrir des débats extrêmement importants durant notre prochaine session. Et voilà donc, en guise d'introduction, ce que je voulais dire. Et je suis naturellement disponible pour répondre aux questions de mesdames et messieurs les journalistes. Merci, Monsieur le Président. Nous allons prendre des premières questions dans la salle. Madame Catherine Fiancan-Bokonga, France 24, s'il vous plaît. Merci, Pascal. Excellence, merci pour ce briefing et pour cette introduction en français. Ça fait toujours plaisir d'entendre cette langue ici. Ma question est relative à votre premier propos, c'est-à-dire réduire les tensions. Vous nous avez exprimé le fait que vous avez des démarches sont en cours pour justement alléger les tensions qui se reflètent dans les travaux et dans les réactions du travail du Conseil. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Quel pays éventuellement vous avez approché ou être un peu plus précis? Merci beaucoup. Oui, bien sûr. Il s'agit en l'occurrence d'identifier, encore une fois, à l'avance, les sujets qui pourraient être en quelque sorte l'objet de difficultés, de débats difficiles, de ces tensions qui pourraient même se traduire, n'est-ce pas, par un langage confrontationnel. Ma tâche en tant que président
et évidemment d'essayer d'abord d'identifier un certain nombre de sujets. Et sur cette base, je pense qu'il y a des sujets sur lesquels nous ne devrions pas nous diviser. Quand on pense à la question de la liberté de religion, à la question du racisme et beaucoup d'autres thématiques, naturellement, comme le droit des enfants, y compris d'ailleurs la question de la perspective genre qui est inscrite dans les gènes du Conseil, si vous me permettez cette expression. Sur ces sujets-là, je pense que le Conseil ne devrait pas se diviser. Parce que cela, qu'à Dieu ne plaise, porte atteinte à la crédibilité du Conseil, entrave son action pour que les décisions qui sont prises sur ce sujet aient un impact réel et concret sur le terrain. Et j'en veux pour preuve que parfois nous nous unissons, par exemple sur la question de la lutte contre le discours de la haine. J'ai rappelé que l'Assemblée générale avait adopté une résolution à l'unanimité en juin dernier à New York sur ce sujet. Voilà, je pense déjà, identifions ces sujets qui doivent normalement ne pas nous conduire à la division du Conseil. Sur d'autres sujets plus complexes, vous savez naturellement à lesquels je fais référence, là aussi, dans toute la mesure du possible, d'abord engager les discussions avec les auteurs des initiatives, ce qu'on dit dans notre langage les co-sponsors, si vous voulez, ou les sponsors des textes, des initiatives qui sont prises par le Conseil, explorer dans toute la mesure du possible les possibilités de limiter dès lors les confrontations qui sont parfois malheureusement inévitables. Ici, y compris ici au sujet du Conseil des droits de l'homme. Et comme je l'ai indiqué, des contacts ont déjà été établis à cet égard. Je l'ai aussi dit dès le départ, je ne l'ai peut-être pas assez souligné. Depuis la prise de mes fonctions, j'ai désigné 17 co-facilitateurs, parmi lesquels certains qui vont se pencher, si vous voulez, indépendamment des thématiques et des sujets qui seront abordés dans la prochaine session, mais qui pourraient, je l'espère, arriver dans le cadre du mandat de cette année, au moins de faire des ébauches, d'établir des guidelines, des principes, comment on va gérer ces dossiers dans le futur. Voilà. Merci. Isabelle Sacco, EFE, Spanish News Agency. Bonjour, ambassadeur. Merci. Ma question est aussi à voir avec la première priorité que vous avez mentionnée sur réduire les tensions. Je voudrais vous demander la raison pour laquelle on est arrivé à un vote pour élire le Maroc à la présidence du Conseil des droits de l'homme, parce que là, qu'est-ce qui a empêché au groupe africain d'arriver à un consensus, évidemment face à l'aspiration de l'Afrique du Sud d'occuper ces postes. Comment est-ce que vous comptez d'abord unir les pays africains, les groupes africains, avant d'arriver à réunir le Conseil des droits de l'homme tout entier? Merci. Merci beaucoup. Écoutez, si vous me permettez de m'exprimer de cette sorte, l'élection est derrière nous. Vous vous adressez à mon humble personne maintenant comme président du Conseil. Pour répondre très précisément à votre question, l'une d'ailleurs de mes premières démarches a été de rencontrer tous les groupes régionaux et politiques qui existent au sein du Conseil, y compris naturellement le groupe africain. Et je peux vous assurer que lors de la réunion que j'ai eue avec le groupe africain, en présence de toutes les délégations, y compris la délégation à laquelle vous avez fait allusion, représentée par son ambassadeur, l'expression d'un soutien fort, unanime, complet de la part du groupe africain a été exprimée à l'égard de la présidence actuelle du Conseil. Le groupe africain est un groupe très actif, comme vous le savez, qui a aussi une action, je veux dire, une contribution très significative au travail du Conseil.
je veillerai naturellement à ce que cette contribution soit reçue de la meilleure façon par la présidence, comme à l'égard des autres groupes, naturellement. Voilà. Mais ce n'est pas la première fois que le Conseil a voté, vous le savez très bien, pour élire son président. Mais comme j'ai tenu à le dire à la minute où j'ai été élu, je me considère naturellement comme le président du Conseil dans sa totalité. Et voilà, j'espère que ce soutien qui a été exprimé, d'ailleurs par les différents groupes avec lesquels j'ai profondément échangé et auxquels j'ai présenté, tel que je le fais ce matin, les idées phares, les idées qui vont guider mon travail en tant que président, je pense que cela a été bien perçu. Voilà. Merci. Yuri Aprelev, RIA Novosti, Russian News Agency. Merci, Monsieur l'ambassadeur, pour le briefing. Comme mes collègues, je vais revenir vers votre première priorité. À de nombreuses reprises, l'année dernière et même cette année, l'ambassadeur russe, Monsieur Gatilov, dans différentes interviews, estime que le Conseil des droits de l'homme est extrêmement politisé, que même des questions qui ne relèvent en rien, par exemple, du conflit en Ukraine, sont utilisées à des fins de politisation de ce que fait le Conseil. Vous n'avez pas utilisé le mot politisation dans vos remarques liminaires. Est-ce que vous seriez d'accord déjà avec ce terme, qu'il y a une politisation du Conseil des droits de l'homme? Et deuxième question, c'est vis-à-vis de Gaza, parce qu'il y avait eu à l'époque où le conflit au Soudan a commencé une session extraordinaire du Conseil des droits de l'homme pour parler de la situation sur place. Ça n'a pas été le cas à Gaza, alors que selon le Haut Commissariat aux droits de l'homme, c'est aujourd'hui le conflit dans lequel le plus de civils ont été tués, 3 fois plus que dans le conflit en Ukraine, selon les données du Haut Commissariat aux droits de l'homme. Il n'y a pas eu de session extraordinaire du Conseil à ce sujet. Est-ce que ce sera une des priorités de votre présidence de traiter cette question, puisque les rapporteurs spéciaux de l'ONU s'y intéressent, par exemple, énormément? Merci. Merci. Pour répondre à votre première question, je parlerai plutôt de polarisation. Voilà. En tout cas, c'est mon point de vue. Pourquoi? Parce que on a une perception, il faut voir, je pense, les réalités telles qu'elles sont au sein du Conseil. On a une perception d'approche qui met en avant un certain nombre de principes, de ce côté ou de l'autre côté ou de divers côtés. Certains mettent en avant le principe de la souveraineté nationale, la non-interférence dans les affaires domestiques. D'autres soulignent davantage la question de la prise de responsabilité face au Conseil. D'autres parlent, n'est-ce pas, d'approche selon des normes et des standards. Donc tout cela, ce sont des réalités, on ne va pas se les cacher. Ce sont des réalités qui existent au sein du Conseil. Et si on peut, n'est-ce pas, dialoguer sur ces aspects-là pour trouver un terrain d'entente, des espaces communs de discussion, pour un peu ou prou limiter, si vous voulez, ce vocabulaire dans nos échanges, ça serait, je pense, très bénéfique pour les travaux du Conseil. C'est cela ce que j'appelle éviter la polarisation. Parce que on est tous conscients du fait que, bon, il y a un certain nombre de comportements qui ne coïncident pas avec la nécessité de s'en tenir à cette position, j'allais dire, de sobriété dans nos propos aussi, qui est fondamentale. Sur le deuxième sujet, d'abord, je rappelle que le Haut-Commissaire avait pris l'initiative d'inviter tous les États à un débat qui a eu lieu, qui a été assez profond, qui a été assez important, auquel tous les protagonistes d'ailleurs ont participé à l'époque. D'un autre côté, comme vous le savez, dans le cadre de notre programme de travail de la prochaine session, il y aura un rapport de M. le Haut-Commissaire sur son mandat en ce qui concerne les territoires palestiniens occupés. Tout cela, je pense, vers le 20 mars, il y aura des dates que je pourrais préciser si vous le souhaitez. Un rapport de la rapporteure spéciale sur la situation dans les territoires palestiniens occupés et aussi une mise à jour du Haut-Commissaire sur la question de la colonisation en Palestine. Donc ça sera l'occasion pour les États membres, n'est-ce pas, de débattre de ce sujet et à l'évidence, dans le contexte aussi de nos agendas, des points qui sont inscrits dans le cadre de nos agendas, ça pourrait être aussi bien le segment de haut niveau, le dialogue au titre de point 2 de l'ordre du jour
qui fera l'objet d'un rapport global du haut-commissaire, ou bien au titre du point 7. Voilà donc ce que je peux dire à cet égard. Vous l'avez vous-même souligné, c'est un sujet qui fait l'objet d'une préoccupation extrêmement forte, vu la gravité de la situation, vu le désastre humanitaire malheureux qui s'est produit depuis le 7 octobre. Et en tant que président, je ne peux que favoriser une action du Conseil qui aille dans le sens de mettre un terme à ce désastre humanitaire et aussi, bien sûr, de se préoccuper de toutes les victimes de toutes les parties. Voilà. Nick Cumming-Bruce, de New York Times, please. Bonjour, si vous permettez, je vais briser la solidarité francophonie. Thank you for the briefing. Following up my colleague's question on polarization, at a time when the world is kind of preoccupied with conflicts that seem to trash all the principles of human rights and international humanitarian law, are you not concerned that the authority and relevance of this council is being eroded and diminishing? Thank you. Whether the authority and relevance of this council is being eroded by essentially the systematic policies being pursued in these conflicts. Thank you. Yeah. You know, sir, I don't think so, because it is well known that the Council is the unique fora at hand for the global community, for the United Nations to act when it comes, you know, to the protection, the promotion, and the guarantee of human rights worldwide. So we have to preserve this important, institution. And whatever is the situation, I do consider, and allow me to say that very frankly, that the Council has an impact. And that the Council, take decisions whenever, even on this situation, on this grave situation. I mean, some important decisions have been taken, be it on the Ukraine situation, be it on the Middle East, and also not to neglect other major crises currently going on in our world, unfortunately, particularly in DRC, in Sudan, in Yemen, and elsewhere. And just to have a look for our agenda for the next session, we will hear from various commission of inquiry. If I'm not wrong, 6 or 7. By the way, some of them will come before you in press conferences to put lights on their work. And since also I am in office, I had a lot of exchanges, appointments with the mandate holder. They are, of course, concerned about these situations, but at the same time, they are firmly engaged in trying, to voice on behalf of the international community as they are mandated on behalf of the Council on these issues. And of course, when it comes to the Council, I am the president, but the Council is driven by the government, and my duties is to try to find bridges between the memberships to be oriented at the best when it comes to these very difficult matters. But the Council, and I thank you for this question, the Council credibility is also very important in my view. And we have to build and to preserve and to strengthen the credibility of the Council during these difficult times. Merci. Nous allons prendre une question en ligne. Jamie Keaton, Associated Press, s'il vous plaît. Bonjour, Monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup pour la réunion. Je voulais vous poser une question. Vous avez parlé de la crédibilité du Conseil des droits de l'homme. Je voulais savoir en quoi les récents événements, que ce soit la mort d'Alexei Navalny en prison en Russie, soit les exactions et d'autres difficultés qui vivent les Palestiniens au Gaza ou au Soudan ou ailleurs, seront vraiment parmi les priorités de cette séance de Conseil des droits de l'homme. Et si je pouvais vous reprendre une seconde question qui
rebondis un peu sur la question de mon collègue de Ria Novosti concernant la politisation, enfin, que vous appelez polarisation. L'une des questions, c'est l'item 7, je ne sais pas comment dire, item 7, Pascal, peut-être tu peux m'aider, mais item 7, concernant les territoires palestiniens. Je voulais savoir si vous pensez que pendant un certain temps, l'Israël a milité avec ses alliés d'enlever cet élément d'agenda du planning du Conseil des droits de l'homme. Et je voulais savoir si les événements actuels au Gaza vont éloigner la possibilité de voir cette question enlevée du programme du Conseil des droits de l'homme, que on peut oublier, puisque pendant très longtemps, l'Israël a parlé de la politisation du Conseil des droits de l'homme. Merci. Merci encore. Monsieur, pour le premier sujet que vous avez abordé, j'attire votre attention sur le fait, et vous êtes certainement au courant naturellement, qu'un certain nombre de procédures spéciales ont sorti un communiqué sur le décès malheureux de M. Navalny. Et ils se sont exprimés. Et donc le Conseil, encore une fois, à travers ces mécanismes, et là, il est présent. Et bien sûr, ces rapporteurs spéciaux, même si... au risque de me tromper, je ne pense pas qu'il y a un rapport prévu de la rapporteure spéciale sur la situation des droits de l'homme en Russie pour cette session. Mais ils se sont exprimés et il appartiendra naturellement, encore une fois, aux membres de déterminer s'ils veulent aborder ce sujet lors de notre prochaine session. Concernant l'autre question, vous savez, l'agenda fait partie du package qui a été partie, je vais dire, intégrante de la création du Conseil et que la seule possibilité, n'est-ce pas, de toucher à cet agenda, c'est celle de revoir le statut du Conseil, vous le savez. Nous n'en sommes pas encore là. C'est vrai que l'Assemblée générale, dans sa décision, a demandé à ce que cette question soit abordée avant 2026, mais en ce qui me concerne, et je voudrais d'ailleurs être, je pense, très précis avec vous aujourd'hui, tel que je l'ai dit d'ailleurs aux membres du Conseil, tel que j'ai dit aux co-facilitateurs qui vont m'aider à engager le sujet de la révision du Conseil, nous devrions procéder par étapes, faire d'abord une évaluation des résultats obtenus, de ceux qui n'ont pas été obtenus, du fonctionnement du Conseil, voir aussi dans quel contexte le Conseil interagit au mieux, encore une fois, avec son écosystème, avec le système des procédures spéciales, avec ses institutions sœurs, la coordination avec New York, n'est-ce pas ? Parce que nous avons, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup d'actions similaires. Cela étant, s'il appartiendra à l'Assemblée générale d'en décider. Mais si vous permettez que je puisse conclure sur ce sujet en particulier, la question palestinienne est là, elle n'est pas encore résolue et je trouve tout à fait logique que le Conseil puisse continuer à en discuter. Merci. Une autre question de Yuri Aprelev, s'il vous plaît. Merci, c'est un tout petit follow-up. Vous avez, au moment de répondre à la question en ce qui concerne Gaza, expliqué qu'il va y avoir une présentation d'un rapport de Madame Albanese, si je comprends bien. Vous n'êtes pas sans savoir qu'Israël a banni ce rapporteur spécial de son territoire. Elle n'y a plus le droit d'entrer. Il refuse complètement de discuter avec elle. À quel point est-ce qu'elle peut continuer à exercer son mandat, de votre point de vue, en sachant qu'elle n'a plus accès ni au territoire ni aux autorités israéliennes pour faire ces rapports? Merci. Selon, encore une fois, les principes et les normes des Nations Unies, je ne peux qu'appeler toutes les parties à coopérer avec les Nations Unies, avec leurs mécanismes. Cela va de soi. Je trouve que c'est très important. Le cas que vous citez n'est pas un cas isolé, malheureusement. Il y en a d'autres, mais en toute responsabilité, j'appelle à la coopération avec les mécanismes des Nations Unies lorsqu'ils ont à travailler sur des sujets, que toutes les parties concernées puissent coopérer, encore une fois, puissent aider à ce que ces mandats soient exercés dans les meilleures conditions possibles.
Cela étant dit, vous l'avez dit vous-même, la rapporteure spéciale fera un rapport et les membres, à ce moment-là, devront juger de ce qu'ils devront réserver comme suite à ce rapport, qui sera présenté lors de la prochaine session. Voilà. Isabelle Sacco. En fait, je voudrais revenir au sujet de cette session spéciale sur Gaza qui ne s'est jamais fait, en fait, et puis que plusieurs voix considèrent qui montre une conduite sombre quelque part de la part du Conseil, parce que dans les dernières années, pour chaque crise que le monde a vécue ou a été témoin, on a eu... Pardon. On a eu le Conseil, et on a eu un débat urgent au Conseil. Donc, de votre point de vue, est-ce que il n'y a pas, pendant ces 6 semaines de séance, la possibilité encore d'appeler ou de convoquer une session spéciale pour dédier une journée complète et pas un morceau de journée à la situation à Gaza? Est-ce que, de votre point de vue, ça serait nécessaire, souhaitable? Merci. Vous savez, bon, encore une fois, je ne peux que souligner le fait que la convocation d'une session spéciale n'est-ce pas, répond à certaines nécessités et que sont prévues par les procédures du Conseil. Donc, en ce qui me concerne, en tant que président, si les conditions sont réunies et si les membres souhaitant aller dans ce sens le demande, en tant que président du Conseil, j'en prendrai acte. Voilà. C'est une question fondamentale, nul besoin de le répéter. Comme j'ai dit, il y a un certain nombre de contextes qui sont déjà prévus pour en discuter lors de la session qui vient. Voilà. Et plus généralement, indépendamment de la question que vous avez évoquée, il me semble que la convocation de sessions spéciales doit toujours se faire avec mesure et surtout faire en sorte que ces séances spéciales puissent avoir des résultats tangibles qui satisfassent, nous l'espérons, au mieux, la totalité des membres du Conseil, ou en tout cas l'essentiel. Voilà, pour que ces sessions spéciales ne deviennent pas récurrentes et que les tenir juste parce qu'elles doivent être tenues, je dis encore une fois, indépendamment de la question que vous avez évoquée, et que d'ailleurs, nous devrions diversifier le contenu de ces sessions spéciales pour avoir une approche équilibrée dans les différentes dimensions concernant les droits de l'homme. Et je fais référence ici aux thématiques que j'ai abordées tout à l'heure, qui me semblaient très appropriées. Effectivement, je parle des thématiques socio-économiques, de la dimension humanitaire des droits de l'homme, qui me semble être très appropriée pour aller dans ce sens, je l'espère, par les États membres qui pourrait donner écho à certaines des priorités que j'ai proposées et que je vous ai, sur lesquelles j'ai donné un certain nombre d'explications ce matin. Voilà. Merci. The gentleman on the far right, if you could please introduce yourself. Thank you. Hello, Robin Millard from AFP. On avoiding polarization, in the discussions that you've had with member states, can you shed some light on the topics where you think that might potentially be an issue? Thank you. The aspects, or if you wish so, the elements we have to take care in our discussions. And as I said, we have to, have an approach which take into consideration the concerns from all sides. Because some are considering, and it is not a secret, that the use of the Council is excessive from one side towards, the other sides. And they request that the approach be more consulted for any decision to be taken in advance with a deep dialogue, and to try to let's say, consume all the possibilities of exchanges
all the possibilities of dialogue before going to action, before taking initiative. And also myself, my own, and this is now my own concern, to see if this action will have an impact on the ground. Because to take a decision and then be confronted by what some of you have described clearly this morning, I mean, facing hurdles, facing lack of cooperation, we have to consider that. I am not saying that I am in any way alarming on any initiative to be taken by the membership. It's full right of to take any initiative, to propose any decision, but we have to be in a way at least aware of the impact of the decisions of the Council, and let's say, privilege again dialogue, and the President is, let's say, the focal point on these issues. As I said to all membership, please help me. Even I myself will try to identify these issues. I will promote dialogues on. But I said to the membership, please help me also if you have any queries, if you have any concerns, if you have... And by the way, many of them are answering positively to these open doors I am offering. Merci. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Boris, s'il vous plaît. Boris Engelson. Boris Engelson, journaliste indépendant. J'ai 3 questions que je vais essayer de garder les plus brèves possibles. Vous nous avez pris un peu par surprise au début, avant d'évoquer des sujets particuliers par votre évocation de la nécessité d'un débat de fond. J'étais un peu inattentif. Est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus? Deuxièmement, vous avez évoqué aussi les thématiques comme un sujet en soi, mais ces thématiques me semblent, elles sonnent assez semblables à celles qu'on discute ces jours au Palais Wilson, j'imagine, à propos des droits économiques, sociaux et culturels. Et la troisième question, elle m'embarrasse plus qu'elle ne vise à vous embarrasser. La plupart des gens qui vous entendent ce matin vous perçoivent sans doute comme typiquement un homme de bonne volonté. En même temps, quiconque lit les journaux ou regarde des documentaires sait que dans votre pays d'origine, malgré la présence d'hommes de bonne volonté dans des situations de pouvoir, l'arbitraire de l'administration, les injustices sociales sont encore systémiques. Alors, je ne veux pas vous embarrasser à propos de votre propre pays, mais quelle est, à votre expérience d'homme de bonne volonté, quels sont les principaux obstacles systémiques qui font que même quand il y a dans un pays des hommes de bonne volonté au pouvoir, les injustices et les atteintes aux droits de l'homme perdurent si longtemps? Merci beaucoup pour votre question également. Bon, je vais peut-être commencer par votre troisième question et remonter vers la première, si vous le permettez. Bon, c'est bien connu, n'est-ce pas? La perfection n'est pas de ce monde. Il n'y a pas de pays où on ne peut pas observer un certain nombre d'écarts par rapport à la jouissance et au respect plein et entier des droits de l'homme. Vous vous adressez maintenant au président du Conseil des droits de l'homme. Vous comprendrez bien que je n'irai pas dans les détails concernant mon propre pays. Veuillez m'excuser. Mais la volonté même de mon pays de me porter candidat à ce poste, je pense, est révélatrice de la conviction profonde qu'il y a par rapport à l'engagement vis-à-vis des droits de l'homme. Durant la campagne, et je n'insisterai pas sur cet aspect-là, j'ai dit que nous avons des références, que nous avons accumulé une certaine expérience. Nous avons traversé des moments importants, desquels nous avons tiré des enseignements aussi significatifs. Et l'engagement aussi au niveau international, au sein du Conseil ici même. J'en suis moi-même témoin. Ça fait maintenant 5 ans que j'officie ici à Genève comme représentant de mon pays. Et je peux vous assurer que la préoccupation est tellement forte, la conviction est tellement forte de contribuer aux efforts mondiaux
dans le domaine des droits de l'homme. Voilà. Pour ce qui concerne les thématiques, elles se sont imposées, elles s'imposent par elles-mêmes. Ce n'est pas une question de choix, parce qu'elles s'imposent par elles-mêmes, parce qu'elles répondent à des urgences. Quand on parle de la sécurité alimentaire, c'est une réalité fondamentale. Regardez toutes les alertes qui se sont produites ces 2 dernières années, après malheureusement le déclenchement du conflit en Ukraine, sur le commerce des denrées, n'est-ce pas, fondamentales pour le monde. Et cela a été... On ne veut pas que la population mondiale, et j'utiliserai à volonté ce terme, soit prise en otage par des conséquences de ces conflits, quand il s'agit d'assurer les moyens de son existence fondamentale. Et le Conseil doit, de ce point de vue-là, encore une fois, définir des lignes directrices pour éviter au monde de se trouver face à ce type de situation. Il en va de même sur les questions de la santé. Il y a eu des inéquités qui ont été constatées dans la gestion de la crise du Covid. Vous le savez, encore une fois, je dis qu'il y a d'autres forums qui se préoccupent de ce sujet. Il y a, alors même où nous parlons des négociations intensives qui se produisent à l'OMS pour la préparation du traité sur la prévention des pandémies. Et je crois que le Conseil des droits de l'homme doit aussi, vous vous rappelez des débats, j'allais dire, épiques qui se sont produits sur la question de la propriété intellectuelle, un certain nombre de choses. Nous, ce qui nous concerne ici au niveau des droits de l'homme, c'est de dire que l'accès aux soins, l'accès aux médicaments, l'accès à tout ce qui est possible pour protéger la population mondiale doit être assuré. Doit être assuré. Vous avez aujourd'hui le continent comme le mien, vous voyez, qui dépend à plus de 90% d'importation des médicaments. Et voilà, donc cela doit être dit au niveau du Conseil. Peut-être que le Conseil n'a pas les moyens de remédier par lui-même à ces situations, à ces constats, mais il doit le dire, parce qu'il doit dire que c'est un principe fondamental pour que ceux qui ont la possibilité d'agir sur le terrain puissent s'inspirer des décisions du Conseil sur ce sujet. Il en va de même pour ce qui concerne la question de l'environnement. Vous savez que le Conseil a déjà pris une décision très importante concernant le fait qu'un environnement sain, propre et durable est un droit de l'homme. Je pense que c'est un tournant, veuillez m'excuser, c'est un tournant important dans l'historique du Conseil, dans l'historique des Nations Unies sur ce sujet. Et d'ailleurs, certaines autres institutions se sont inspirées de cette décision dans le cadre des processus qu'ils ont lancés. J'étais il y a maintenant à peu près 2 semaines au Conseil de l'Europe et quelle ne fut ma satisfaction d'apprendre qu'ils travaillent sur la base des stipulations de cette résolution pour normaliser par rapport aux pays membres de ce Conseil en matière d'environnement et de santé. Donc nous avons de l'impact et ce sont des thématiques qui s'imposent par elles-mêmes. Et comme je vous l'ai dit, cher monsieur, elles ont trouvé un impact très très sérieux et j'allais dire très intéressé dans le sens positif du terme par les membres du Conseil. Sur les débats de fond, voilà, naturellement, ce n'est pas une question de semaines ou de mois ou même, je l'ai dit, le processus va se poursuivre pour ce qui concerne la réforme du Conseil jusqu'en 2026. C'est le cadre qui a été posé. Mon ambition est uniquement... Rien n'a été fait aujourd'hui, sauf à vouloir me tromper, ni à New York, ni même ici. Alors que la résolution elle-même nous invitait dès à partir de 2021, c'est-à-dire il y a bientôt maintenant, on a déjà 3 ans de cumul de retard pour discuter de ces sujets-là. Parce que c'est en lien avec la question de la réduction des tensions, c'est en lien avec la question de la rationalisation des travaux. Nous allons donc commencer lundi prochain la session la plus longue jamais ayant existé dans l'historique du Conseil. Il faut qu'on réfléchisse à tout cela parce que c'est beaucoup d'énergie qui est dépensée. Et en termes d'énergie dépensée, nous aimerions avoir aussi le retour en termes de résultats sur ces sujets-là. Voilà donc, monsieur, ce que j'avais à dire sur ce sujet.
Merci. We have time for one last question, sir. Thank you. You mentioned that some countries are very concerned about sovereignty and that the Council should not interfere in domestic matters. But how can the Council express itself on any country without being seen to interfere on domestic matters? How do you get around that problem? Well, you know, we have obligations, international obligations, all the membership, through the various treaties concerning human rights issues. And I said we have procedures and we have principles. Once we respect all these principles, the ones inscribed, embodied in the Charter of the United Nations, and once we respect the procedures as they are tailored within, let's say, the system of the Council, then probably the possibility of having the best action, the best adapted action to any situation could be easier for all of us to govern these issues as a Council. I am aware of the fact, of course, that there are some resistance, that there are some misunderstanding, not resistance, on these issues, which are very, again, difficult. But I will not here challenge in any way the principles inscribed in the Charter of the United Nations. As President of the Council, I am obliged by these principles also. But this doesn't mean that the level of cooperation should not be as enthusiastic as possible by all membership. That the level of engagement towards human rights, because it's our common interest to uphold this fundamental pillar of our system of the United Nations. I thank you. Merci, Monsieur l'Ambassadeur. Y a-t-il des remarques de conclusion que vous souhaitez émettre avant de conclure cette conférence de presse? Non, je voudrais juste dire, cela a été souligné, que la volonté existe de ma part de discuter avec vous, d'échanger avec vous sur une base continue. Absolument. Je pense que l'une des priorités, c'est de faire connaître au mieux aussi auprès des médias, auprès de l'information, auprès de la communication, les activités du Conseil, le présenter aussi dans toute sa complexité, mais aussi dans sa volonté de réussir. Et malgré tout ce qu'on a décrit aujourd'hui comme situation compliquée de par le monde, malgré le Conseil demeure, je pense, un outil irremplaçable. Je voudrais le souligner de toute force. On a eu quand même, ne serait-ce que par rapport à ces derniers mois, ces dernières semaines, des événements importants. Je vous rappelle le sommet qui s'est tenu au mois de décembre dernier, qui est fondamental, où on a eu des débats d'un très haut niveau, où il y a eu des perspectives qui ont été tracées. Nous avons le sommet du futur en septembre prochain. Et d'ailleurs, je pense que c'est une bonne chose que je partage avec vous cette information. Si vous ne l'avez déjà, il y a les co-facilitateurs sur ce sommet qui est en préparation à New York, qui vont rendre visite à Genève. Je compte les rencontrer la semaine prochaine. Il y a aussi le sommet social l'année prochaine, qui très probablement se tiendra ici, à Genève, à l'invitation du gouvernement du pays hôte. Un sommet social où la dimension des droits de l'homme sera très certainement fondamentale. Donc voilà, nous gardons notre optimisme, malgré toutes ces difficultés, malgré l'environnement, mais cela fait partie de notre travail de diplomate. Nous sommes là aussi, naturellement, pour faire face à toutes les situations, celles qui sont très positives et celles qui nous rendent heureux dans notre travail, et celles qui le sont moins et qui demandent de notre part davantage d'implication et de mobilisation. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Merci pour votre note d'optimisme et nous vous donnons tous rendez-vous aux femmes et aux hommes de bonne volonté, aux journalistes de bonne volonté, lundi 26 février à partir de 9h pour l'ouverture de la 55e session. Merci pour votre participation.